Bonjour à tous et bonjour à toutes les personnes qui viennent de se connecter pour ces journées de l'économie autrement et ce débat Souvenez-vous du futur. Avant de démarrer le débat, il était important pour nous de remercier Alternative économique et toute l'équipe de l'organisation pour ces journées de l'économie autrement qui sont véritablement des occasions de penser notre société collectivement et de se donner des moyens par la connaissance d'agir et justement de mettre en place des alternatives. Vous indiquez également que si la présentation qu'on va faire au cours de ce webinaire vous intéresse, vous pouvez laisser votre mail sur le chat et nous vous enverrons avec grand plaisir le diaporama. Alors, en termes d'objectifs pour cet après-midi, vous prévenir tout d'abord qu'on a adapté notre atelier aux contraintes du numérique. Nous avions envisagé un atelier en présentiel où l'objectif était de construire ensemble un planisphère des possibles à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Cela nous a semblé impossible à réaliser sur une plateforme numérique et donc on a un petit peu adapté le contenu de l'atelier de cet après-midi. Et donc, en termes d'objectifs, pour cet après-midi, l'idée est de mieux comprendre la place des imaginaires et des récits collectifs dans le vivre ensemble et le faire société, d'explorer les systèmes de croyances, les contraintes qui s'imposent à nous dans la période que nous traversons et qui peuvent être des pièges ou des obstacles à la construction d'imaginaires et de récits collectifs. Et enfin, de nous donner l'occasion de nous interroger sur les outils et méthodes dont nous aurions collectivement besoin pour construire des imaginaires et des récits collectifs puisants dans la beauté du monde sans pour autant ignorer le réel et la situation inédite que nous vivons et qui nous touche au plus profond de nous et qui par là atteint nos collectifs avec toutes les dérives qui se répandent actuellement dans notre société et ce à tous les échelons. Avant d'aller plus avant dans la présentation, ce que l'on fait de manière générale sur tous les ateliers qu'on a l'habitude d'animer, c'est de situer notre point de vue. On appartient à la coopérative des citoyens, qui est une association d'éducation populaire qui propose des accompagnements, des formations et des ateliers. Nous sommes basés à Belfort et nous proposons une lecture du monde. Notre point de vue est situé empreinte d'éducation populaire et donc nous abordons par là les questions d'émancipation et de lutte des classes et nous visons à travers nos interventions la réappropriation par les citoyens de leur pouvoir d'agir. Pour aller un petit peu plus loin sur la présentation, donc je m'appelle Émilie Castellano, j'animerai l'atelier de cet après-midi avec mon collègue Cédric Bernard. Nous sommes des militants de l'éducation populaire. Nous allons vous apporter à travers cet atelier un certain nombre d'apports théoriques basés sur des travaux universitaires actuels et nous nous poserons aussi collectivement des questions. Alors, on va se doter d'un certain nombre de règles. Donc, tout d'abord, les règles de l'intelligence collective, de la bienveillance. Et j'espère que vous en aurez pour nous. On a plutôt l'habitude d'animer des ateliers en présentiel. On fait nos premiers pas dans le numérique depuis cette année et on n'est pas encore très au point sur les questions techniques. C'est pas notre cœur de métier. Donc, beaucoup d'humilité dans la présentation qu'on va vous faire cet après-midi. La confiance, l'écoute active, la parole juste et des temps de questions qui vous seront proposés au cours de l'atelier avec l'onglet questions qui se trouve à droite sur la plateforme. Et puis, si vous avez un problème technique, Valérie nous accompagne et on la remercie cet après-midi. Et donc, elle sera là pour répondre à vos questions si vous avez un problème technique pour suivre l'atelier. En termes de déroulé, nous tenterons une définition des imaginaires et des récits collectifs et verrons la place qu'ils occupent au sein de notre société. Puis nous regarderons quelques croyances, quelques pièges à éviter. Nous mettrons peut-être en évidence ainsi les systèmes de domination pour un réveil des imaginaires qui nous semble primordial aujourd'hui. Nous passerons ensuite à un premier temps de questions pour un appel justement au réveil de ces imaginaires. Et enfin, en forme de perspective, nous verrons sur quoi nous pouvons nous appuyer pour bâtir de nouveaux imaginaires collectifs. Nous n'avons bien entendu pas la prétention d'être exhaustifs. L'idée de cet atelier étant plutôt de se donner quelques éléments structurants sur l'importance des imaginaires et des récits collectifs dans la période que nous traversons. Alors, on va passer à un petit temps de sondage avant de commencer et on va vous mettre à profit. Alors, je crois que vous avez un onglet sondage et je vais laisser la main à Valérie.
pour le sondage. Je crois qu'il apparaît. Alors pour l'instant, moi, je ne le vois pas. Valérie, je ne sais pas. Ah, Oui, Valérie. c'est en cours, hein, c'est en Ok. cours. Je ressors. Ah, il y a quelqu'un qui nous prévient que le PowerPoint n'est pas forcément visible. Axel, peut-être qu'il faudrait retenter une connexion. Poursuivez, je vais le poster, mais il y a un petit souci, donc il va être posté dans 30 secondes, mais poursuivez, poursuivez. D'accord, ok. Eh ben, on reviendra. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir l'imaginaire et on reviendra sur vos justement vos regards sur les imaginaires et les récits collectifs. Et je vais passer la parole à Cédric. Merci beaucoup et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, comme l'a dit Émilie, hein, merci d'avance pour votre bienveillance, parce que c'est pas forcément une habitude que nous avons de travailler en numérique. Donc voilà, on va essayer de le faire au mieux pour qu'on passe ensemble un moment constructif. Imaginaire, récit collectif, de quoi parle-t-on? L'idée pour nous, hein, c'est plutôt d'ici de vous proposer notre lecture des imaginaires et des récits collectifs. Hein, à aucun moment nous ne prétendons détenir une quelconque vérité ou la vérité, bien entendu, mais plutôt de vous donner notre point de vue. Alors, imaginaire, récit collectif, pour nous, ça signifie aussi action protestataire, hein, et toute l'importance qu'on peut y mettre dans la reconnaissance du poids de la culture, dans ces dynamiques protestataires, mais aussi dans le rôle des émotions, dans la place de la construction de sens et dans l'influence des récits collectifs. Bien évidemment, de notre point de vue, les récits ont souvent été oubliés dans l'histoire des luttes collectives, hein, et l'influence de la culture dans les dynamiques de protestation a malheureusement, là encore de notre point de vue, trop souvent été évacuée. Alors, on peut difficilement parler d'imaginaire, de récits collectifs et d'action protestataire sans revenir bien sûr à Gramsci, puisque lui-même, à l'inverse de Marx, en prenant en tout cas le contre-pied de Marx, hein, considérait que l'hégémonie culturelle précédait l'appropriation du pouvoir politique, et que par là, il aimait notamment à citer Victor Hugo ou Alexandre Dumas, hein, puisqu'il voyait en Jean Valjean et Edmond Dantès des héros des aspirations du prolétariat. Voilà, cette manière, à travers notamment la littérature, mais pas que, de se dire que le discours dominant peut être contré et que ça passe par l'hégémonie culturelle qui précède l'appropriation du pouvoir politique, et par là, bien sûr, également l'appropriation des moyens de production, hein, Gramsci étant, vous le savez sûrement, un communiste italien du début du XXe siècle. Pourtant, malgré tout ceci, on a le sentiment que les récits collectifs et les imaginaires sont encore trop négligés par les militants et les acteurs engagés aujourd'hui. Et puis, ils sont trop souvent également délaissés au profit d'un agir stratégique, et on pourrait dire qu'il est téléologique, hein, et que la finalité remplace finalement le récit et ce qui nous pousse à agir. Et ça laisse ainsi la place au récit dominant. Pour nous, le désespoir, il n'est pas naturel, il est bien fabriqué. Et de cette manière, on en conclut, en tout cas pour ce qui nous concerne, que la bataille de l'hégémonie culturelle a été remportée à un moment par les classes dominantes, et que la culture populaire, l'expertise d'usage ont perdu beaucoup de terrain au profit de récits qui nous affirment que le capitalisme, le néolibéralisme sont des horizons indépassables, et que du coup, il s'agirait plus de transformer la société, il ne s'agirait plus de transformer notre vivre ensemble collectif, mais d'essayer d'atténuer et de donner des amortisseurs à ces conséquences qui, bien trop souvent, sont néfastes, et notamment pour les plus fragiles d'entre nous.
Pourtant, ces amortisseurs, même s'ils existent aujourd'hui, on peut se poser la question de leur efficacité, puisque encore très récemment, l'étude du secours annuel du Secours catholique a montré que la France vient de dépasser les 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté sur un pays de 68 millions d'habitants qui se dit, comment dire, moderne en tout cas. Et de ce fait, ça pose question sur notre capacité à réinventer ensemble quelque chose de différent et qui laisse la place à chacun. Je termine simplement avant qu'on retourne au sondage, sur la place des récits et des imaginaires collectifs. Alors, on a essayé de schématiser hein, la pensée qui nous anime, en indiquant que ce sont les interactions entre les individus qui permettent des identifications culturelles communes et que cette identification culturelle commune, hein, elle permet de se situer à la fois individuellement et collectivement. De cette façon, le façonnage des identités sociales permet la création de groupes sociaux qui se reconnaissent comme ayant une identité commune et des ressources symboliques et culturelles en partage. Ce qui, c'est d'ailleurs ces ressources symboliques et culturelles communes qui permettent des interventions dans le monde social, offrant ainsi une caisse de résonance à l'échelle du public, à l'échelle de la société, et qui diffuse le message que nous souhaitons faire passer. Voilà, un peu schématiquement, hein, notre manière de voir les choses. Je vous propose, sous couvert de l'accord d'Émilie, de passer au sondage, si Valérie nous confirme que c'est OK pour elle. Et donc, une petite précision par rapport au sondage, on a mis 2 réponses possibles. En fait, on ne peut répondre on ne peut donner qu'une réponse. Donc, on va vous demander, à travers le sondage, ce qu'est l'imaginaire, ce que sont les imaginaires, pardon, pour vous, et en un mot, et puis en 2, et ce que représentent les récits collectifs pour vous. On vous laisse voter. Donc, sur l'onglet sondage qui est en haut à droite, entre l'onglet questions et l'onglet participants. On vous laisse répondre. Alors effectivement, comme l'indique Valérie, n'hésitez pas à voter. Hein. C'est un sondage qu'on a construit, donc il est peut-être, il est même nécessairement orienté. Mais si des choses vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas également à les indiquer dans le chat parce que c'est forcément pas exhaustif. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors Jean-Claude nous dit qu'effectivement, les réponses plurielles sont prises en compte, même si elles n'apparaissent pas au moment de répondre. Alors, j'en profite hein, pour répondre à la question de Nicolas. Alors, effectivement, on a parlé d'Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, donc c'est, on vous donnera les références de toute façon hein, des travaux sur lesquels on s'appuie. Antonio Gramsci, c'est donc un communiste italien du début du XXe siècle, hein, qui est un théoricien à la fois du communisme, mais aussi de l'histoire de l'hégémonie culturelle sur l'appropriation des moyens de production. Voilà, il vient prendre un peu le contre-pied de Marx sur cette question. Marx et Engels considérant que c'est l'appropriation des moyens de production qui permettait de diffuser le discours dominant, et lui vient prendre le contre-pied en disant qu'il est nécessaire de lutter sur l'ensemble des courants intellectuels pour pouvoir ensuite s'approprier le pouvoir politique. Je vais vous mettre l'orthographe et puis la référence. Voilà, je vous la mets dans le chat. Alors, je ne sais pas si pour le sondage, je crois que c'est Valérie qui peut nous dire si, si tout le monde a répondu et si on peut voir les réponses.
Ah, Valérie nous dit que peu de gens ont répondu, mais on va quand même, regarder les réponses et puis on va entrer dans le concret comme nous le demande Sébastien. Je ne sais pas si les réponses s'affichent. Rebonjour, je suis vraiment désolée. Normalement, ça devrait s'afficher aussi sur votre plateforme à vous, mais je vois que non. Donc, pour la question récit collectif, 17% ont choisi nous, l'alternative 14%, les symboles 7%, identité 21%, lien 14%, pouvoir 7%, histoire 29%. D'accord, merci. Et pour l'imaginaire, idéal 14%, mythe 14%, vision 29%, utopie 21%, fiction 14%, rêve 7%. Donc sur la partie pour la partie récit collectif, on va le voir là juste après. Ça fait une bonne transition avec la partie suivante. C'est beaucoup la manière dont on se raconte l'histoire et notre histoire commune qui vont avoir une influence sur les récits collectifs. Donc vous avez bien fait de renvoyer l'histoire en premier lieu. Et pour la partie imaginaire, si j'ai bien entendu, c'est l'utopie qui vient devant. Et on va voir aussi qu'on a besoin aussi d'imaginaires qui se nourrissent de la beauté du monde. Et on va regarder plus précisément tout cela en poursuivant la présentation. Et donc, réveiller les imaginaires, oui, mais on vit aujourd'hui sous un certain nombre de contraintes ou de croyances qui peuvent nous empêcher, de réveiller ces fameux imaginaires. On vous en propose une lecture rapide parce qu'on a un temps court pour vous présenter tout cela. Et donc, on va vous présenter 4 croyances ou 4 contraintes parmi d'autres certainement que nous avons décidé de caractériser de la manière suivante. Donc, en premier lieu, le culte à travers l'histoire et les récits éducatifs des super-héros. Croyance numéro 2, contrainte numéro 2, la croyance en la fin de l'histoire qui s'est diffusée au début des années 90 avec la chute du bloc soviétique. Croyance numéro 3, l'adhésion à la dystopie au sein de la période actuelle, mais qui est née au XXe siècle avec, à travers l'horreur des guerres qui a peu à peu fait plonger nos sociétés dans une forme de réassurance par le pire. Et la dernière croyance, le phénomène du ressentiment qui a explosé avec l'avènement des réseaux sociaux et qui peut paralyser, on va le voir, la démocratie à plusieurs endroits. Nous allons donc vous présenter ces 4 contraintes ou 4 pièges ou 4 croyances plus précisément. Alors, première croyance, nous avons besoin d'imaginaire collectif et pas de nouveaux héros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous considérons que le monde se retrouve face à des défis colossaux et d'une complexité inouïe. On pense bien sûr au changement climatique, au partage des richesses produites à travers le monde, à la question des dominations diverses et variées, à la question des violences, violences faites aux femmes, violences faites aux enfants, particulièrement dans qui a pris une ampleur particulière durant cette période de confinement. Et pour autant, on a le sentiment qu'on continue à croire que un seul homme ou une seule femme peut changer à elle seule ou à lui seul le cours des choses. Il faut attendre notamment les travaux de Fernand Braudel pour introduire une lecture collective de l'histoire et pas seulement à travers celle d'hommes, pour le coup, essentiellement, qui laissent de côté la vision collective de la marche de l'histoire. Et on voit bien dans la manière dont elle nous a enseigné que les victoires sont souvent celles d'un homme, et rarement d'une femme d'ailleurs, mais que les défaites sont en règle générale celles du collectif, ce qui nous pose quand même une vraie question de la lecture que nous avons de l'histoire, y compris si on se penche sur l'histoire du communisme au XXe siècle, on en retient essentiellement le parcours de certains hommes, mais on en retient un peu les valeurs fondamentales qui ont conduit à la mise en place du communisme, et on en a une lecture très individuelle pour le coup. Et on a l'impression que cet homme, ce messie qu'on attend, entre guillemets, c'est lui, qui par ses choix impose son rythme. Donc, est-ce que nos imaginaires ne déforment-ils pas dangereusement en fait la réalité en survalorisant le rôle d'un individu au détriment du collectif?
Bien sûr, hein, une fois de plus, si on relit l'histoire, elle est biaisée, hein, puisque encore très récemment dans l'histoire de France, la figure du général de Gaulle apparaissant comme le sauveur est celle que l'on retient la plus aisément et n'est pas nécessairement la totalité, l'entièreté de l'histoire. Notre objectif, c'est plutôt de montrer et de voir que l'histoire se construit ensemble, que le héros, c'est le collectif, et que ça pourrait être un nouvel archétype de ce qui pourrait être en fait une des fondations d'un imaginaire renouvelé pour construire le monde de demain, celui que nous appelons de nos voeux et que nous essayons de partager avec vous cet après-midi. Nouvel avatar de la verticalité, de la domination pour nous, c'est l'exemple très récent de l'élection de Joe Biden aux États-Unis, qui a soulevé un enthousiasme certain dans beaucoup de dans beaucoup de domaines et excusez-moi, et qui en fait presque entre guillemets un sauveur, nous donne l'impression que le fait que Joe Biden ait battu Donald Trump à l'élection fait de lui ce sauveur, et qu'il suffirait qu'il appose ses mains sur le monde pour en changer le cours et réécrire l'histoire. Donc voilà, on se retrouve à nouveau pris, on a le sentiment, dans cette histoire non pas collective, mais lue à travers l'intervention d'un individu qui viendrait et d'un messie qui viendrait nous sauver. Et pour nous, s'offrir l'occasion de nouveaux imaginaires collectifs, c'est d'abord penser à nouveaux collectifs, bien évidemment. Et il existe d'ailleurs des collectifs d'historiens, d'experts de sciences de l'éducation qui travaillent sur ces sujets actuellement et qui travaillent à une relecture collective de l'histoire. Ça nous paraissait important de le signaler à ce moment-là. Et pour faire le lien avec une remarque de Valérie, bien entendu que derrière la question des super-héros et des réussites individuelles, on entend également la réussite et les apologies de fait du storytelling. On en reparlera pas à ce niveau-là, mais au niveau de l'utilisation du langage et du pouvoir des mots. Peut-être juste avant, Émilie, que tu poursuives, je prends la question de Jean-Michel, hein, puisqu'elle concerne très directement le premier imaginaire. Hein. Jean-Michel qui nous demande si ce n'est pas la grande réussite de la société capitaliste, de transformer le citoyen en consommateur, nous amenant à un fort individualisme, d'où la figure du super-héros. Pour répondre très concrètement, hein, c'était un sentiment que nous partageons, un constat que nous faisons. Effectivement, il nous apparaît que l'hyper-individualisme, et on y viendra tout à l'heure hein, à d'autres échelles et avec d'autres moyens de le penser, conduit effectivement à nous dédouaner de notre apport dans le collectif et fait de nous, quelque part, un consumériste qui ne pense plus qu'à satisfaire immédiatement un besoin sans se projeter sur le temps long. Et on partage complètement la question et le point de vue de Jean-Michel sur ce sujet. Pardon, Émilie, je t'ai coupé. Pas de souci. Alors, croyance numéro 2 ou contrainte numéro 2, nous avons besoin d'imaginaires collectifs qui permettent de sortir de l'idée que tout est joué d'avance. Alors, on fait référence ici on fait référence ici au début des années 90 et à l'émergence de cette idéologie de la fin de l'histoire, développée notamment par Francis Fukuyama dans son livre La fin de l'histoire et le dernier homme. Pour aller vite sur cette notion, et comme nous le rappelions en introduction, nous nous situons au moment de la chute du bloc soviétique. Et donc, pour identifier la croyance révélée à travers cette fin de l'histoire, il s'agit de dire que la démocratie libérale, le capitalisme ont gagné et que nous nous trouvons ainsi face à l'inéluctable. Nous vivrions donc dans une société créée d'avance où l'unique choix est de s'adapter. Et l'unique choix également pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est de s'insérer, de s'intégrer, voire aujourd'hui de s'inclure. On voit l'explosion des politiques d'inclusion dans nos sociétés. Et nous reviendrons justement un peu plus loin sur la question du langage. Alors pour nous, cette croyance en la fin de l'histoire peut se matérialiser dans les théories de l'effondrement, défendues notamment par les collapsologues, où notre monde serait condamné à s'effondrer. Or, cette vision est restrictive pour nous et nie la complexité, car dans les faits, il n'y a pas qu'un monde, mais plusieurs mondes, des mondes interconnectés. On fait référence ici aux travaux d'Edgar Morin, qui ne réagissent pas du tout de la même façon. Les théories de l'effondrement, comme la croyance en la fin de l'histoire, ne permettent pas de voir la multiplicité des possibles. On peut faire ainsi deux critiques au catastrophisme. D'abord, l'effondrement n'est pas certain.
il n'est pas global et il n'est pas prévisible. Et surtout, cette certitude empêche de voir la diversité des situations et la possibilité de réaction politique. On peut donc dire, on fait référence aux travaux de Catherine et Raphaël Larère quand on parle de ça, et politiquement inoffensive, elle est même dépolitisée, nous encourageant à nous prendre en charge de manière individuelle, privée et de manière de nouveau individualiste. Elle s'inscrit par là dans l'idéologie libérale. Et même si tout n'est pas acheté, loin de là, dans ce courant, son côté bulldozer tétanise un peu toute velléité d'action collective, sans même parler d'espérance ou d'optimisme. Car oui, croire en l'effondrement, c'est faire l'économie d'une révolution sociale et politique. Cela empêche concrètement les luttes collectives. Et pour nous, s'offrir l'occasion de nouveaux imaginaires collectifs et pour en finir avec la fin de l'histoire, nous faut sortir de l'idée qu'il n'y a qu'un monde et qu'il ne peut être autrement. Il nous faut changer de croyance et sortir de l'idée de l'impuissance de l'action politique. Il y a une multitude de luttes sociales partout dans le monde pour essayer d'améliorer les choses, pour obliger les pouvoirs publics à agir. On vous en présentera quelques-unes en fin de présentation et je crois qu'il y en a une en cours en ce moment dans plusieurs villes de France. Et si vous souhaitez aller plus loin donc sur cette critique de l'effondrement, nous vous conseillons le livre fraîchement sorti de Catherine et Raphaël Larère, Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste. Troisième croyance ou contrainte, hein, c'est selon, nous avons besoin d'imaginaires collectifs qui luttent contre les dystopies. Il existe aujourd'hui des fictions sur commande qui se mettent au service des multinationales et de l'armée notamment, et qui pour nous permettent aux classes dirigeantes non pas de prévenir les chocs, mais justement de les anticiper pour y survivre et y gagner un avantage concurrentiel. On a découvert très récemment un rapport de l'Agence de l'innovation de défense, qui est donc une agence rattachée au ministère de la Défense français, ce rapport qui est baptisé Imaginer au-delà, qui annonce la création d'une, alors je cite, hein, d'une Red Team, excusez mon accent anglais, une cellule chargée d'imaginer l'avenir. Alors, elle serait composée d'auteurs de science-fiction, pour être très concret, et elle serait chargée de, je cite encore, challenger l'exercice prospectif institutionnel. Alors, il s'agit là, en fait, pour cette cellule, très clairement, d'imaginer des situations que les stratèges du ministère des Armées ne seraient pas nécessairement en mesure de prévoir, et l'idée, c'est de travailler sur les conséquences, notamment, par exemple, de l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins malveillantes par d'autres États, et de le faire comme dans un jeu de rôle. Et les hypothèses de ces écrivains et de ces prospectivistes, en fait, elles sont censées permettre aux armées de se préparer aux conséquences technologiques disruptives. L'idée pour nous, c'est de se dire que, alors ça concerne bien entendu le ministère de la Défense, ça concerne aussi des multinationales, hein, et on a encore vu récemment que un certain nombre de patrons de GAFAM se font construire des bunkers, notamment en Nouvelle-Zélande, qui apparaît être l'Eldorado du bunker de milliardaires, pour anticiper un certain nombre de chocs. Et pour nous, les fictions sur commande au service de ces multinationales, je l'ai dit, hein, elles permettent pas d'empêcher les chocs, mais plutôt de les anticiper pour y survivre, et bien d'y gagner un avantage concurrentiel. Donc c'est une vraie évolution de la manière de voir l'avenir et qui pour nous est une réelle victoire des dystopies au détriment des utopies. On s'est posé aussi la question de la mort du progrès au bénéfice de l'innovation. Pour nous, le progrès, c'est quand même la recherche de l'amélioration de la condition humaine, alors que l'innovation, c'est plutôt se contenter de créer de nouveaux produits pour les lancer sur le marché. Il n'y a pas de récit collectif d'avenir meilleur imaginé. On se contente de lancer un produit sur le marché et de le vendre et de le faire tourner. C'est pourquoi pour nous, en fait, l'innovation, c'est plutôt le progrès, mais dénué des valeurs des Lumières. Le progrès, il était encensé pendant un moment parce qu'il était constaté au quotidien, augmentation des congés payés, diminution du temps de travail, augmentation du pouvoir d'achat, augmentation en tout cas de l'accès à la santé, mais pour un certain nombre bien évidemment, de l'accès à l'éducation, développement des loisirs, etc. Et ce progrès, en fait, il était permis par des innovations technologiques multiformes, mais surtout par le fait que d'emblée, ces innovations étaient conçues ensemble, et elles étaient destinées à un avenir commun plus radieux, on va dire. Voilà.
Et aujourd'hui, c'est plus le cas. En tout cas, c'est notre sentiment. Il n'y a pas de progrès raisonné, choisi, partagé par la société. On est plutôt sur un business de la technologie. Je le cite comme ça, hein, ce ne sont pas nos mots, mais on le cite comme ça parce qu'on le trouve comme ça. C'est plutôt un mot qui recouvre que les applications du champ technologique très restreint et qui pour autant n'est l'objet de culte que par une toute petite partie de la société et qui en bénéficie. Mais ce microcosme, même s'il est complètement isolé, il est aussi autosatisfait et il cherche un peu à évangéliser le reste de la population l'intérêt d'un modèle dont il est le principal bénéficiaire. Là encore, ce récit dominant, il fait la part belle à quelques-uns et pour autant, on ne cesse de l'entendre sans nous renvoyer au Moyen-Âge au cas où il viendrait à disparaître. Dernier élément de réflexion, on a repris 1984 pour une raison simple, c'est que on s'est aperçu il y a encore quelques temps que les ventes de 1984 reprenaient, les moteurs de recherche fleurissaient de recherche sur le sujet, et on s'est demandé si ce n'était pas une prophétie autoréalisatrice parce que en y faisant beaucoup appel au cours de la crise actuelle, ce phénomène montre à la fois l'importance des dystopies, mais aussi l'importance des récits collectifs à sa manière. Donc voilà, c'est un peu un paradoxe, mais on s'est interrogé sur cette question en se disant aussi que pour la science, le recours à la science-fiction, finalement, c'est une manière de renforcer des promesses, des récits qui viseraient non pas à prédire, mais plutôt à rendre inéluctables des trajectoires technologiques, qui a installé une forme de déterminisme, on va le dire comme ça, qui faciliterait l'acceptation de ces technologies. Si on prend l'exemple d'Internet, alors bien évidemment qu'on utilise aujourd'hui, et croyez-moi, on s'est posé beaucoup de questions à ce sujet pour passer d'ateliers en présentiel à ceux en distanciel. On nous a promis avec Internet un accès à un monde plus ouvert, plus libre, à faire de nous des citoyens plus éclairés. On se rend compte que finalement, c'est plutôt quelque chose qui tend à nous enfermer. J'ai eu l'occasion de travailler avec un président de conseil général à l'époque qui s'appelait Michel Dinet et qui avait coutume de dire, parce que il était très enclin des questions d'éducation populaire, qui avait coutume de dire que les réseaux sociaux, finalement, ce sont l'addition de nos solitudes. Voilà un petit peu comment nous voyons les choses. Et on a le sentiment que pour s'offrir à l'occasion d'avoir de nouveaux imaginaires collectifs, on a besoin de retrouver aussi des utopies. Alors, croyance numéro 4, dernière contrainte que nous avons pointée, nous avons besoin d'imaginaire collectif qui nous fasse sortir du ressentiment. Alors, on a mis une petite citation, le ressentiment, c'est avaler le poison et attendre que l'autre meure. Et on s'appuie pour cette présentation sur le ressentiment sur un livre de Cynthia Fleury, Sigil amer, Guérir du ressentiment, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, et qui nous parle du ressentiment comme une impossibilité de reconnaître la valeur des autres. Alors en ce qui concerne le ressentiment, le constat que nous pouvons faire, c'est que quand nous ne pouvons plus construire un imaginaire nourri par la beauté du monde et donc entre autres par la valeur des autres, nous pouvons considérer que nous avons basculé dans le ressentiment et que nous avons tendance collectivement à projeter sur le monde un grand voile d'indifférenciation et d'indétermination. On pourrait dire que tout cela est relatif à la fin du discernement, car nous plaçons un grand voile de dépréciation sur le monde et par là, tout se vaut et tout va vers le pire, ce qui laisse peu de place, enfin, ce qui laisse grande place, pardon, aux théories complotistes qu'on a pu voir exploser ces derniers jours. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur cette question du ressentiment, donc du ressentiment au délire victimaire, aggravé par la montée de la précarité. Cédric en parlait tout à l'heure, les chiffres de la pauvreté explosent et on le voit bien à travers les témoignages que nous on peut recueillir régulièrement des professionnels du monde social. Les difficultés pour les familles les plus fragiles se font de plus en plus sentir et c'est de plus en plus compliqué et de plus en plus difficile, et une certaine forme d'intolérance à l'incertitude. Et cela n'est pas uniquement lié à la crise sanitaire actuelle, cela précédait bien cette crise, car nous vivions dans un contexte donc justement de précarisation qui s'est mis en place de plus en plus et de plus en plus fortement. Et nous pouvons dire ainsi que nous nous trouvons devant une maladie archaïque de l'humanité, mais qui se réaffirme avec l'époque moderne. Et quant aux raisons de ce basculement, en premier lieu, on pourrait dire qu'il y a des raisons objectives au ressentiment, dans le sens où nous sommes dans une période d'insécurisation,
permanente. Et puis nous vivons également dans un monde qui se traverse par une grande, qui est traversé par une grande intolérance au risque et à l'incertitude. Alors, ce ressentiment, il est comme un pharmacon, il contient à la fois le poison et le remède. Donc, le ressentiment est à la fois un poison pour la démocratie, car il peut littéralement la mettre à genoux. La démocratie, elle peut traverser la peur, elle peut traverser la colère, elle peut traverser la révolte, mais le ressentimisme est vraiment la chose qui peut faire tourner la démocratie contre elle-même. Ce ressentiment, c'est le moment où en fait, collectivement, nous n'avons plus confiance dans la démocratie pour être un vecteur de progrès historique. Et nous sommes rentrés dans une grande phase de défiance où chacun se trouve sous l'œil de chacun au sein d'un monde, et Cédric en parlait tout à l'heure avec les réseaux sociaux, d'hyper-rivalité mimétique dont on trouve le parfait exemple justement à travers les réseaux sociaux. Alors pour nous offrir l'occasion de nouveaux imaginaires collectifs, nous pouvons considérer aussi que nous pouvons aussi considérer la démocratie comme un antidote au ressentiment, c'est-à-dire comme la mise en dialogue de valeurs différentes, voire contradictoires. Et donc, pour terminer, et avant de vous laisser la parole pour des questions, c'était important de terminer cette présentation des quelques contraintes que nous avons pu identifier en vous disant que s'offrir l'occasion de nouveaux imaginaires et de nouveaux récits collectifs, c'est à la fois, et pour nous, conscientiser le réel, c'est-à-dire prendre conscience que quelque chose arrive. Et dans la période actuelle, nous pouvons même dire que quelque chose d'inédit arrive, mais que cela ne doit absolument pas nous empêcher de nous projeter dans l'histoire qui, de toute façon, aura une suite. Et on vous propose de passer un petit temps de questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité de les inscrire sur l'onglet questions. Alors, simplement, je me permets de vous redonner en quelques mots les contraintes ou en tout cas le temps que vous puissiez rédiger vos questions ou vos réactions, parce que c'est important pour nous aussi d'avoir. Excusez-moi, merci Nicolas. Effectivement, mon micro a été coupé, il se coupe automatiquement. Pardon. Donc, oui, merci beaucoup. Donc, on souhaitait avoir un petit temps de questions-réponses avec vous, recueillir vos réactions. C'est important pour nous aussi, bien entendu, de vous entendre, de vous lire pour le coup. L'idée était de vous redonner les quelques contraintes que nous avions, que nous avons pointées en tout cas. Et c'est notre point de vue, on le rappelle, c'est pas une vérité, c'est notre lecture des récits collectifs et des imaginaires. Voilà, avec l'idée de sortir du mythe du héros, de sortir de l'idée que tout est joué d'avance, de sortir de l'idée qu'il faut lutter contre les dystopies et qu'il faut retrouver les utopies, ça nous paraît absolument nécessaire pour recréer du collectif, et puis sortir du ressentiment qui nous empêche de voir l'autre, ou en tout cas qui nous conduit à le voir comme un danger quelque part. Et on sait qu'aujourd'hui, à travers tout ce qu'on peut voir, lire et entendre ces derniers temps notamment, que voilà, c'est une gangrène qui n'a pas encore fini malheureusement son travail. C'est vrai que on se sent un peu parfois abasourdi par la multiplicité de ces coups qu'on prend, mais pour autant, voilà, c'était notre manière de dire que il ne faut pas cesser de lutter, mais que ça ne peut pas se faire sans prendre en compte ces contraintes, ou en tout cas ces questions. Voilà. On vous laisse la place pour vos questions, vos réactions. Si vous alors, on a une question de Jean-Michel. N'est-ce pas la grande réussite de la société? Ah non, c'est celle du dessous. C'est celle du dessus. Ouais. Ne peut-on pas nous appuyer sur le héros qui peut amener vers le collectif dans la mesure où celui-ci rassemble? Étonnant exemple récent de Diego. Alors ça, c'est une question pour moi, Axel. Je dis ça pour Émilie. Effectivement, je partage ton point de vue, mais pas complètement. Je partage ton point de vue dans le fait que Diego Maradona
est devenu pour beaucoup, et notamment pour les plus fragiles, un héros. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est à travers, c'est important cette histoire collective, et en faisant de sa propre destinée quelque chose ramené au collectif, qu'il a permis ça en fait. Et je trouve que pour le coup, en plus, il a eu une histoire cabossée par la suite, et du coup, je trouve que voilà, il portait ça, mais il dépassait sa propre personne et sa propre individualité pour le porter. Même si je suis d'accord avec toi, hein, que ça a joué un rôle, et que par moment, on a peut-être besoin qu'une tête dépasse, mais on y viendra tout à l'heure. Ça nous paraît intéressant aussi que si elle dépasse, ça ne se fasse pas au détriment du collectif, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais et voilà, en tout cas, c'est notre point de vue. Alors, une autre question de Nicolas. Si on leur apporte des solutions en cours de récit, les dystopies ne restent-elles pas intéressantes? Bien sûr, elles sont un regard important sur là où nos comportements peuvent nous amener, ou en tout cas, elles nous permettent de mettre des garde-fous. Mais en aucun cas, enfin nous, ce qui nous était important de montrer, c'est comment ces dystopies peuvent devenir des sortes de prophéties autoréalisatrices, et où en fait il n'y aurait plus de chemin que de celui de sombrer dans ces dystopies. C'est un peu l'idée qu'on défendait en parlant de réassurance par le pire en fait. Et en fait, ce qui nous semblait important, c'est de sensibiliser à cette tendance qu'on peut avoir. Alors je dis pas chacun d'entre nous, mais qu'on peut avoir collectivement pour le coup, à chercher dans ces histoires une forme de compréhension du réel. On l'a vu aussi avec les théories complotistes qui ont émergé ces derniers temps, et voilà, qui ne sont pas nées d'aujourd'hui pour autant, et qui montrent bien que en fait on se cramponne à ces récits en se disant c'est ce qu'on est en train de vivre, ça nous réassure d'une certaine manière, parce que d'un seul coup on comprend, ça nous donne l'assurance de comprendre, mais en même temps que ça nous donne l'assurance de comprendre, ça nous bloque. J'ajouterais juste un petit complément, et effectivement, Nicolas ajoute, hein, pose la question de la dystopie qui passe forcément par une histoire véhiculant la peur. J'ai envie de dire oui, enfin d'une certaine manière, en tout cas, la dystopie nous conduit à un futur qui n'est pas enviable au regard de celui qui l'écrit, en tout cas. Voilà, elle est peut-être enviable au regard de certains qui la lisent. J'ajouterais juste un élément sur et Émilie l'a dit tout à l'heure, ça nous paraît vraiment fondamental. L'effondrement, par exemple, la théorie de l'effondrement, pour nous, c'est une dystopie. Le grand danger de cette question, c'est bien de se dire que puisque l'inéluctable va arriver, il n'y a plus d'imprévisible, et que les solutions que vous proposez d'apporter, Nicolas, finalement, dans ce récit, elles ne sont plus envisagées. Et c'est bien ça qui nous chagrine, pour le dire avec un euphémisme, c'est bien ça qui nous chagrine, parce que pour le coup, nous restons convaincus que si on ne bouge plus, si on ne lutte plus, on retourne chacun à son individualité, je n'ai absolument rien à titre personnel contre les gens qui font cette démarche de dire moi je m'extrais de la société parce qu'à un moment je pense que l'effondrement arrivant, je vais m'en protéger, mais nous sommes plutôt sur, et c'est ce que vous proposez, plutôt sur un courant qui consiste à dire que on peut apporter des solutions, et qu'une dystopie elle n'est pas définitive, mais que si on y apporte des solutions et qu'on réécrit collectivement ce récit, l'histoire elle ne s'écrit pas sans nous. Voilà. Et on regarde pas l'histoire passée, mais c'est bien nous qui l'écrivons collectivement. Alors, une question de Jean-Michel. Les utopies peuvent se construire au sein des collectifs, partis politiques, syndicats, associations, et on voit dans quel état sont ces collectifs. Les seuls collectifs sont très sectoriels et sur une question individuelle, quelle piste? Alors, on partage bien entendu le constat des partis politiques, syndicats, associations qui ont joué, quoi qu'on en dise, dans le passé, et même encore aujourd'hui à certains endroits, ce rôle-là d'écriture et de constitution de récits collectifs et de combats. Quelle piste, pourrait être acteur associatif, hein, par ailleurs. Pour nous, la piste, et c'est
question de remise en question permanente, c'est de se demander justement pourquoi on fait les choses, quel sens ça a, quelle place on veut prendre. Et on est pris, hein, comme tous les acteurs associatifs, dans les questions de subvention, de pas subvention, d'appel à projet, d'innovation permanente. Enfin voilà, toutes ces contraintes, hein, qui nous poussent quelque part à perdre ce discours militant au profit d'un discours de fonctionnement ou d'un discours d'institutionnalisation de notre propre structure pour des questions de perdurer et de continuer. Et on est traversé par ces questions pour te dire, voilà, c'est des échanges presque quotidiens sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, et à qui on s'adresse, et c'est quoi le plus important, etc. Et pour moi, enfin voilà, une des pistes pour moi, c'est de revenir, et nous on a à cœur, en tout cas sur notre territoire, de poser les questions, de se poser les questions à nous, mais aussi de les poser collectivement aux structures qui nous entourent, associatives, dans le domaine social, culturel, et j'en oublie et encore plein d'autres, leur disant mais justement quelle place de militant on doit avoir, quel projet de société on porte, et collectivement comment on se relie, comment on coopère les uns avec les autres pour représenter véritablement une force. Et je crois que là, si on parle d'économie sociale et solidaire, c'est par cette coopération entre acteurs et cette conscience de vivre et de partager, d'avoir un monde en commun et une vision du monde en commun. Et il faudra à un moment donné qu'on se pose la question de quel récit au pluriel on met en œuvre autour de ces projets communs. Mais pour nous, c'est par là, quoi. Alors, il y a encore une série de questions, et puis qu'on va prendre, et puis après on poursuivra si vous le voulez bien, parce que on a voilà un temps à tenir. Christiane, donc, qui dit que nous vivons dans une société étouffante et qui se demande comment l'imaginaire peut nous sauver. C'est vrai que les livres de science-fiction actuels sont plutôt pessimistes. Ils écrivent rarement des utopies. La place et le rôle des femmes dans l'histoire n'est-elle pas un bon exemple de l'écriture orientée de l'histoire par ceux qui nous la racontent? Alors là, je vais laisser Émilie vous répondre, parce que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Et effectivement, la découverte récente de tombes de femmes qui auraient eu un rôle de guerrier, voire même, si j'ai bien compris, un rôle de leader. Hein, voilà. Je vais laisser Émilie répondre. Juste avant, il y avait sur le chat un exemple qu'Axel citait sur la commune de Los-Sangoël. Donc c'est intéressant de le signaler et de vous le montrer. Et Patrick, qui demandait si l'urgence d'un récit collectif à construire ne concerne pas une société post-croissance si difficile à caractériser. Mais je laisse Émilie répondre sur la question de la place de la femme dans l'histoire. Oui, c'était un sujet hyper, super important. Je crois qu'on a tous toutes d'abord et tous aussi à se réapproprier notre histoire, et notamment l'histoire des luttes féministes. Il y a des travaux universitaires qui sont sortis cette année, qui sont juste géniaux, pour justement commencer à se réapproprier cette histoire des luttes, et comprendre en fait que notamment sur la place et le rôle des femmes, il y a une partie de l'histoire qui n'est pas enseignée ou encore transmise, pour plein de raisons, hein, à la fois parce que l'histoire a été beaucoup écrite par les hommes, mais aussi pour des raisons de traduction. On le voit sur les luttes féministes sud-sud, hein, si on se place sur l'hémisphère sud, il y a des problématiques aujourd'hui de traduction de texte. Donc tout ça, c'est en cours, les universitaires y travaillent, et les mouvements féministes aussi. Et je rejoins Valérie dans le fait qu'on a collectivement à se réapproprier la place et le rôle des femmes dans l'histoire. C'est un des grands combats culturels qui nous permettrait, parmi d'autres solutions, de faire taire cette histoire de domination, voilà, qui génère beaucoup de violence dans notre société. Merci beaucoup. Je me permets juste, parce que c'est une transition parfaite, de signaler. Donc là, il y avait la question de Patrick sur la société post-croissance si difficile à caractériser. Et puis une intervention de Jean-Michel qui nous dit je suis délégué syndical et pour vivre aujourd'hui, mon syndicat propose du service individuel pour avoir de l'adhésion. Sans ça, il n'existe pas. C'est une belle transition, je trouve, avec la question que nous on se posait là, qui s'affiche. Les outils dont nous aurions besoin aujourd'hui pour construire des imaginaires se nourrissant de la valeur de l'autre et de la beauté du monde, mais
tout en conscientisant la situation actuelle. Voilà, hein, on n'est pas des utopistes absolus, on essaye d'imaginer un monde meilleur, on essaye de trouver des valeurs qui nous traversent et qu'on partage. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec vous, et on vous remercie beaucoup pour toutes ces questions, toutes ces remarques qui voilà, nous permettent aussi d'échanger avec vous. Et puis là, on était un petit peu sur les contraintes et ce qui pouvait nous enserrer. On va essayer d'avoir maintenant une vision un peu plus en termes de perspective par rapport à ces questions-là. Et moi, je voulais juste, avant de passer à ça, revenir sur la remarque de Patrick sur la société post-croissance si difficile à réaliser. C'est un état des lieux qu'on a souvent partagé. Et justement, en fait, déjà de prendre conscience que à quel point on vit, et c'est ce qu'on essayait de vous montrer dans la première partie, à quel point on vit sur ce modèle de société où plus rien d'autre ne peut exister, ce qui fait qu'on est carrément dans l'impossibilité d'imaginer ce que serait un monde sans croissance, en fait. Et ça montre bien qu'on a tous besoin de se nourrir de dialogue, enfin voilà, des valeurs des autres, des envies des autres, des besoins des autres, et qu'on a besoin de retravailler ce récit collectif pour nous permettre d'imaginer un monde post-croissance. Alors, sur quoi s'appuyer justement pour bâtir de nouveaux imaginaires collectifs? Alors, pareil, pas la prétention d'être exhaustif dans la présentation parce que ça va très très vite. Et donc, on vous présente quelques fondamentaux qui nous semblent importants en appui à la réflexion. Le premier d'entre eux, pour nous, c'est de distinguer l'urgence de la nécessité. On a l'impression aujourd'hui que la société est malade du temps, qu'il y a un culte de l'urgence, et que notre temps est devenu un bien précieux, mais quasiment incontrôlable. Et on a le sentiment que l'essor du numérique y a quand même grandement contribué. Ça a créé de nouveaux espaces temporels où on a l'impression que tout va plus vite. Je prends l'exemple du mail. Quand un mail part dans nos univers professionnels, on a l'impression que si on n'y a pas répondu dans les 5 minutes qui viennent, c'est qu'on est en train de ne pas produire ce qu'on devrait produire. Ça pose quand même de graves questions. Et malgré tout, dans les récits dominants, on nous indique que si on revient sur cette question, on va retomber au Moyen-Âge. Voilà, avec tout ce que ça représente en termes d'imaginaire, pour le coup, qui sont plutôt des imaginaires sombres, bien que ce ne fût pas qu'une période sombre, loin de là. Mais pour autant, voilà, c'est caractérisé comme ça. Et on a l'impression d'être de plus en plus asservi par le temps. Mais pour autant, nous croyons qu'on peut retrouver de la confiance. On a réussi à travers l'histoire et à travers les temps longs, à travers l'éducation, la culture, les pouvoirs publics, à s'inscrire dans ce temps long. Et c'est vraiment ce temps long et retrouver ce temps long qui nous donne l'occasion enfin, en tout cas, qui nous donne l'envie de continuer à lutter. Deuxième élément, distinguer l'universel de l'altérité. Alors là, c'est un enjeu fondamental pour nous. Bien évidemment, nous considérons que nous appartenons tous à une même espèce. On partage des gènes hérités d'ancêtres communs. Pour autant, on a une carte génétique qui nous est propre et unique. Et il s'agit pour nous d'accepter l'altérité tout en reconnaissant l'universalité de l'humanité, sa capacité à se mélanger, à produire des humains de couleurs différentes, de couleurs de peau différentes, d'organisations sociales, économiques et de destin qui sont différents également. Et en préparant cet atelier, on a replongé un petit peu dans la préhistoire, parce que pour nous, c'est vraiment un débat entre moderne et non moderne, on va dire ça comme ça, parce que, par exemple, quand il y a eu beaucoup de débats sur le fait que Homo sapiens serait moderne par rapport à Néandertal qui ne l'était pas. Et pour autant, les travaux des préhistoriens, enfin, des spécialistes de la question ont bien mis à jour que Néandertal avait sa forme de modernité et que voilà, c'est pour nous un sujet extrêmement important et notamment toute la question de l'accès, de la fracture numérique qui nous paraît de la préhistoire à aujourd'hui traversée par les mêmes courants idéologiques. Et donc tout ça nous amène à prendre en compte la complexité. On fait référence donc justement aux travaux d'Edgar Morin. Et prendre en compte la complexité, c'est penser la complexité du réel et donc s'offrir des lectures croisées. On en parlait tout à l'heure avec les luttes féministes. S'offrir l'occasion de lectures croisées qui mettent en lumière les paradoxes, envisagent l'imprévisible et l'incertain comme un inéluctable. Et une démocratie aboutie est une manière d'intégrer justement cette complexité, donc de prendre en compte la pluralité, y compris des idées et des opinions minoritaires, voire marginales.
Deuxième point d'appui, enfin quatrième pour le coup, quatrième point d'appui, s'appuyer, alors ce mot-là, sur une resubstantialisation du langage. C'est le vrai outil de régulation de la démocratie. Donc il faut redonner substance aux mots que l'on emploie. L'exemple facile en fait de cette perte de substance de la langue, c'est la novlangue. On parle aussi de langue de bois. Donc un exemple parmi d'autres, hein, on parle de personnes en situation de rue. Expression née en 2018 au sein de la mairie de Paris, écartant par là l'expression même, enfin le fait même que le logement est, et il faut le rappeler, un droit en France. En effet, on voit aujourd'hui peu de sphères sont épargnées par ce phénomène et on voit émerger une langue de plus en plus coupée de la réalité, n'apportant aucune information nouvelle ou intentionnellement truquée, voire manipulatoire. Or, et c'est important de le dire, les mots précèdent la pensée. Sans mots, pour désigner une chose, nous ne la voyons pas au sens littéral du terme. Et nous nous retrouvons donc amputés de tout un lexique qui nous permet de penser le monde. L'autre phénomène de perte de substance de la langue, on le retrouve sur les réseaux sociaux avec un langage qui s'assimile plutôt à un vomissement. Et là, nous sommes clairement dans le ressentiment dont on parlait tout à l'heure, car par l'anonymat, ces réseaux permettent à chacun de vomir sa haine de l'autre, de porter atteinte et de porter un coup le plus violent possible. Donc, redonner substance à la langue, c'est donner sens et corps aux mots que l'on emploie. C'est pour ça aussi que pour nous, c'est important à chaque fois de situer notre point de vue, notamment pour redonner substance aux mots que l'on emploie et s'affirmer sur ces questions-là. Et c'est apprendre à dialoguer. Et donc voilà, en termes de pistes, c'est cet apprentissage de la langue, cet apprentissage du dialogue, et donc faire vivre notre seul vrai outil de régulation dans un système démocratique, ce qui est le dialogue. Cinquième point d'appui, ou en tout cas volonté de notre part, c'est de sortir des logiques quantitativistes. Alors, le quantitativisme, hein, pour nous, c'est vraiment la manière d'ignorer les enjeux de l'expérience subjective de travail. Et puis de rompre l'équilibre entre la quantité de production, on va le dire comme ça, et la qualité des conditions de cette production. Donc en gros, ça c'est tout ce qui passe par la robotisation, par la mécanisation, qui a été un moment peut-être une forme de progrès, mais on a arrêté de se demander si ça avait du sens et pour qui et collectivement ce qu'on pouvait y mettre derrière. On s'interroge aussi sur les logiques quantitativistes, en tout cas en ce qui nous concerne, par la manière de mieux mesurer toutes les actions de prévention. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont menées à travers des logiques quantitativistes, mais qui ne mesurent pas ou insuffisamment les logiques de prévention. Et c'est pour nous un élément extrêmement important. Pardon pour ceux qui les utilisent tous les jours, mais le saint tableur Excel, nous, de temps en temps, il nous donne un peu des boutons. Je vais le dire comme ça. Et on aimerait bien pouvoir sortir de cette logique. Je veux juste, ouais, je prends juste pour revenir sur justement comment faire la question tout à l'heure de la question tout à l'heure que j'ai perdue. Voilà, les utopies peuvent se construire au sein des collectifs. Justement, hein, si on parle d'un piège qui est donné aujourd'hui au monde militant et notamment au monde associatif, syndical, c'est ce piège, hein, du tout quantité et du tout mesuré. Et donc c'est important en fait aussi en tant que militant, justement de le dire et de militer. Moi, j'ai des exemples un peu partout en France pour accompagner des dirigeants de l'économie sociale et solidaire, de dirigeants qui se sont rassemblés, enfin de collectifs qui se sont rassemblés en disant maintenant stop, on sort de ces logiques de quantité, de tableau Excel, etc. Et on va vous montrer, notamment aux acteurs publics, que ça peut marcher en arrêtant de compter, pour le dire, comme ça. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres de coopération entre acteurs pour se dire voilà, maintenant stop, ces logiques-là, elles ne répondent pas à une efficacité des actions que peuvent porter les associations ou les syndicats, et on peut vous montrer d'autres manières de prendre en compte et d'évaluer, si on doit garder ce mot-là, évaluer, d'évaluer, même si c'est pas terrible comme mot, d'évaluer ce qu'on est en train de faire. Et ça pose la question au même titre de la nécessité de tout évaluer et de tout normer.
Merci beaucoup pour ce complément, Émilie. Alors, avant de répondre à la question de Valérie sur la multiplication des anglicismes, question que j'adore, je termine juste la présentation parce que c'est le dernier élément sur lequel nous on souhaite s'appuyer. Ce sont les exemples de résilience pour restaurer la confiance. On l'a vu très récemment à travers, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes. On le voit aujourd'hui encore à travers les ZAD, notamment. Il y a des expérimentations qui consistent à retrouver de l'horizontalité, à sortir de ce qu'on a dit tout à l'heure, du culte du chef, du culte du Messie, et à se dire que chaque expérience vaut le coup et que retrouver du collectif, c'est aussi redonner du sens à cette lutte. Donc voilà, et c'est refaire société à des échelles parfois différentes. Ce qui pose la question de la mondialisation et de la manière dont la mondialisation, son pendant finalement, c'est l'hyper-individualisme. On nous a vendu quelque chose de très ouvert et on se rend compte qu'on est très enfermé finalement. Et de se dire à certaines échelles, on peut recréer ces collectifs, on peut recréer ces utopies. Ça nous paraît voilà, excessivement intéressant de se dire qu'il y a de la résilience quelque part et que c'est aussi au fondement de la restauration de la confiance. On vous propose un petit temps, il nous reste un petit quart d'heure, si je compte bien. Alors, on a écrit conclusion. C'est pas vraiment une conclusion parce que, bien évidemment, on vous l'a dit, il n'y a pas de vérité en nous. En tout cas, on n'a pas l'impression d'en porter une quelconque. On s'interroge très souvent d'ailleurs sur comment on peut amener ces éléments de réflexion. Et le numérique, c'est pas très simple de ce point de vue-là parce que ça donne des choses un peu descendantes parfois. C'est un peu moins interactif, mais en tout cas, merci pour vos réactions qui sont nombreuses. C'est très sympa. Et puis, on a gardé cette diapositive avec ce petit bonhomme là qui dit ce premier pas semble toujours hyper compliqué parce que même si nous sommes conscients que échanger et entre nous et penser c'est déjà agir, il y a aussi parfois la nécessité de sortir, pardon pour la métaphore guerrière, mais il paraît qu'on est en guerre en ce moment, sortir de l'armée de gens qui critiquent, de la garnison de gens qui savent comment il faut faire, et puis du petit bataillon qui va se mettre en action pour réellement agir en fait quoi. Voilà, on aimerait aussi pouvoir entraîner tout ça. On passe, si vous en êtes d'accord, à la série de questions et à vos réactions. Peut-être Valérie sur la multiplication des anglicismes et des abréviations qui rendent parfois le discours inaudible. Avant de donner la parole à Émilie sur ce sujet, moi je vais témoigner d'une expérience. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la fonction publique territoriale, pour beaucoup dans ma carrière dans le secteur de l'insertion et du développement social, de la protection de l'enfance notamment. Et je peux vous assurer qu'effectivement, je vais le dire comme ça, mais quand vous entendez des gens vous demander si dans le cadre du RSA, la MDPH a bien pris en compte le fait que l'enfant était confié à l'ASE et que est-ce que ça a un impact sur son PPE, voilà, vous vous dites bon, eh bien écoutez, on en parle comme ça entre nous. Je ne suis pas certain qu'on n'en parle pas comme ça aussi en direction de tout le monde et que ça finit par devenir une espèce de novlangue avec plein d'acronymes. Et là, je parle de l'expérience que moi j'ai. Je pense qu'Émilie peut témoigner d'une autre forme d'expérience où l'anglicisme n'était pas absent. Des bureaux, et c'est vrai qu'on est complètement d'accord sur le fait que il y a matière à se redonner des éléments de compréhension, de renommer les choses telles qu'elles doivent l'être, et que on ne se cache plus derrière ça en fait. Oui, absolument. Alors je confirme hein, l'analyse que fait Cédric là. Je ne vais pas aller plus loin sur les exemples parce qu'il y a sur plusieurs autres questions, mais on va dire que j'ai évolué très longtemps dans un espace de coworking. Voilà, pour aller à l'essentiel sur ce que j'ai à dire là-dessus. On voit Patrick nous dire résilience est un terme galvaudé, retour au stade initial ou rebond vers quelque chose de nouveau. On partage voilà, cette interrogation avec le mot résilience. Les mouvements d'éducation populaire ont beaucoup de mal avec ce mot résilience. C'est difficile en fait. Et on voit à quel point on a une nécessité de créer même des mots, hein, voire de
redonner sens à les mots pour pouvoir aussi avoir des outils pour se battre en fait. Et les mots en font partie. Alors une remarque d'Axel, pour transformer, il faut se transformer et pour cela il faut avoir des espaces pour cette transformation intérieure. Or notre société permet difficilement de développer ces espaces, d'où des gens qui osent peu imaginer des utopies. Alors je ne saurais qu'approuver pour avoir animé un tiers-lieu pendant plusieurs années et avoir eu beaucoup de difficultés d'appui de ce tiers-lieu, entre autres difficultés, mais d'appui de ce tiers-lieu, c'est très difficile aujourd'hui voilà, d'ouvrir ces espaces et aussi de faire vivre ces collectifs en fait. Hein, quand on a des collectifs avec des points de vue très différents, ça demande du temps long. Et sauf que nos structures, notamment dans l'économie sociale et solidaire, sont prises dans le temps court et dans les appels à projets, les demandes de subventions, etc. Et on a du mal à se donner ce temps long. Et il y a une vraie résistance à mettre en œuvre pour justement se donner le droit au temps long et se donner le droit à l'échec aussi. Parce que imaginer de nouveaux possibles, c'est aussi des fois se tromper. Et moi aussi, pour avoir animé un tiers-lieu pendant 10 ans, on s'est souvent trompé collectivement. Et je me suis aussi parfois trompée, peut-être souvent individuellement. Et donc voilà, c'est aussi se donner le droit d'essayer et de tenter des expériences. Je souligne la remarque de Jean-Michel sur le fait que la période actuelle aurait besoin de s'inspirer du film On arrête tout et on recommence, de l'équipe de Charlie Hebdo dans les années 70. Utopie loufoque, mais bien utile. On est complètement d'accord et on vous avoue qu'on est très fan. Parce que la remarque de Jean-Michel fait le lien avec la question de Bernard, qui disait pourquoi ne pas donner une vision d'avenir positive plutôt que de se faire peur. C'est effectivement, et on est complètement d'accord là-dessus, le chemin de crête, j'ai envie de dire, sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Vous l'avez vu dans notre présentation, quand on travaille ces questions, on finit toujours par en sortir en se disant mais oh là là, tout ça c'est quand même pas très réjouissant. Et ça c'est le premier instant. On est un peu sidéré en se disant mais finalement il y a des récits dominants, on est contraint par tout un tas de choses. Comment va-t-on en sortir? Et notre objectif c'est bien justement voilà de partager avec vous cette prise de conscience que c'est pas simple, mais qu'en même temps on a envie qu'il existe encore des envies d'écrire une histoire qui nous appartient, de se dire que tout qu'on souhaite sortir de la logique selon laquelle tout est tellement compliqué que voilà, on finit par nous dire ne vous en faites pas, on s'occupe de tout et tout ira bien, mais qu'on souhaite vraiment se réapproprier ce pouvoir d'agir et qu'on a envie pour le coup d'écrire de belles utopies effectivement et de ne pas continuer uniquement à se faire peur. Et justement, c'est pour abonder dans le sens de Cédric, c'est la ligne de crête entre résilience, entre ressentiment et révolte. En fait, c'est la prise en compte de cette réalité qui s'impose à nous aujourd'hui. Elle peut nous faire basculer dans le ressentiment. Et là, pour le coup, on plonge dans la haine de l'autre et on plonge dans une mise à genoux de la démocratie, en tout cas des valeurs qu'elle porte. Et la ligne de révolte, c'est-à-dire prendre conscience du réel pour se dire là c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas il y a des dominations, etc. Et comment on lutte contre. Et en fait, c'est sur cette ligne-là qu'on se situe entre ressentiment et révolte, parce que la révolte est un outil de progrès de la démocratie. La démocratie n'est pas un état donné définitif et on y est bien et c'est fini. Mais elle est bien une histoire de progrès et d'avancée, recul et d'échecs-erreurs, enfin voilà, aussi de tentatives, d'expériences, etc. Et donc par la révolte, on peut aussi voilà, faire progresser notamment les acquis sociaux et qui sont si nécessaires. Et aujourd'hui, s'il y avait une question auquel on devrait tous répondre collectivement, justement, c'est la réponse sociale à la crise sanitaire, économique et bien d'autres que nous sommes en train de traverser actuellement. Et on pourra en reparler rapidement, mais aujourd'hui, on est très étonnés, pour le dire gentiment, de l'absence complète de réflexion sur la problématique, enfin la question sociale que pose cette crise aujourd'hui.
On l'a dit tout à l'heure avec l'explosion de la pauvreté, ça devrait nous occuper du matin au soir, tous à la place où on est aujourd'hui, et on est pris sur plein d'autres sujets, alors que, et là on partage notre point de vue, ça nous semble être le sujet actuel au vu de ce qui est en train de nous arriver dessus. C'est bien toute la question. Et Bernard demandait s'il faut sortir des représentations. Nous, on pense que oui, pour le coup. On aimerait travailler en horizontalité et retrouver d'autres espaces de dialogue, effectivement. Je pense que, pour être très honnête avec vous, aujourd'hui, nous, la question qu'on se pose, et enfin, vous aurez compris que on a choisi un camp, voilà, on s'en cache pas, et ça nous pose pas de difficultés. On se dit très souvent, mais comment ne pas se mettre d'accord sur les 80% de choses sur lesquelles nous sommes effectivement d'accord, et faire en sorte que les 20% qui restent, on puisse en discuter, on s'offrir les espaces de discussion, parce qu'au final, on voit que la classe dominante, pour le coup, elle n'a pas de difficulté à se mettre d'accord sur ses objectifs, sur ses finalités, sur la manière et sur le récit qu'elle nous raconte. Finalement, en nous poussant tout à l'heure au consumérisme et à l'hyper-individualisme, on finit effectivement par tomber dans ces espaces où on se sent complètement isolé, et on n'arrive plus à franchir ce pas d'un nouveau récit collectif. Et Émilie le disait, enfin, nous on était effarés de voir la manière dont on nous raconte aujourd'hui une histoire qui ne nous permet pas d'envisager une convergence des luttes, je veux dire comme ça. Aujourd'hui, la question de la pauvreté en France, la question des violences faites aux femmes, la question des violences faites aux enfants, et la question des libertés de conscience, etc. Bien entendu qu'elles sont intersectionnelles, pour le coup, pour reprendre un terme à la mode, et ça nous paraît tellement évident qu'on essaye de découper tout ça pour nous empêcher de voir collectivement que voilà, c'est aussi un espace de lutte pour nous. Alors on a une dernière question, je crois, et après on a fait le tour des questions de Nicolas. Quid du politiquement correct? N'y a-t-il pas trop de substance dans les mots qui ralentiraient le débat dialogue? Alors, je vais le dire comme je le sens, tu complètes, Cédric, si tu vois d'autres choses à ajouter. Pour moi, le politiquement correct, il est plutôt du côté du fait d'ôter la substance au langage. Quand on parle, par exemple, des personnes en situation de rue, on est complètement dans le politiquement correct. Et pourtant, en fait, on enlève toute la souffrance, toute l'injustice, en fait, qu'il y a derrière les situations qui sont vécues par ces personnes qui sont à la rue. Et en évacuant cette question-là, on évacue par là même la question de se révolter, d'autant que le logement, pour parler encore une fois de cette situation-là, est un droit en France et pas un privilège pour certains, et que cette question-là, elle devrait être réglée par l'application simple du droit et des lois qu'on s'est données pour vivre collectivement les uns avec les autres. Donc il n'y a pas de solution à trouver, il y a une application de la loi à faire, et simplement une application de la loi à faire. Alors, peut-être juste avant de conclure, parce qu'on va arriver au terme de notre atelier, il y a un débat qui se poursuit sur le chat sur le fait que les désaccords seraient féconds ou pas. Nous-mêmes, parfois, nous avons des débats sur le caractère fécond ou pas des désaccords. Ça nous arrive, et heureusement d'ailleurs qu'on discute nous-mêmes et qu'on n'est pas complètement toujours sur la même ligne, même si Axel le disait avec le sourire, hasta la Vittoria siempre, pourquoi pas. Mais en même temps, ça nous arrive également, voilà, de ne pas être d'accord, et tant mieux. Ça nous paraît important. Jean-Michel qui dit, petite anecdote, nous venons de recevoir un SMS de gouv.fr, les commerces rouvrent. Voilà, donc c'est là encore c'est le récit, le storytelling qui continue. Ça donne des exemples effectivement, voilà, qui sont aussi parlants de la manière dont on communique, de la manière dont on est assommé aussi d'informations, et voilà, qui peuvent être parlants aujourd'hui. Pour préciser juste une chose, alors il y a Axel qui nous dit les désaccords font de la démocratie, bien entendu. Hein. Je sais, enfin voilà, je sais pas si on s'est mal exprimé sur ce point, certainement d'ailleurs. Pour nous, les désaccords et le conflit sont la base sont une des bases de la démocratie. Et aujourd'hui, justement, on a perdu cette notion-là du désaccord et de l'animation en fait du conflit. Un conflit,
ça ne se gère pas, ça s'anime, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur du conflit, on fait vivre ce conflit, parce que derrière ces conflits, en fait, il y a des choses qui sont, c'est par là que peuvent naître des initiatives, des idées, des projets, enfin voilà, des envies. C'est par ce conflit lui-même, les désaccords sont primordiaux dans un système démocratique. Alors, Jean-Michel nous demande, oui, si on peut dire un mot sur nos actions Ouais, sur Belfort. On avait prévu effectivement de vous donner quelques. C'est peut-être un peu tard pour le faire très concrètement et de le décliner. Par contre, on va vous inviter, on va vous donner nos coordonnées, où vous pourrez trouver toutes les infos sur Belfort, parce que on va clôturer. Oui, il nous reste 2 minutes, si je me trompe pas. Et donc, juste vous dire qu'on a mis toutes les références bibliographiques dans le diaporama. On demandera aux organisateurs si c'est possible de vous le transmettre par mail à l'issue des débats. Et vous dire que, oups là, je suis allée trop vite. Vous dire que on est basé à Belfort, on s'appelle la Coopérative des Citoyens. On est une association d'éducation populaire. On a un site internet qui s'appelle www.lacoopérativedescitoyens.fr. On est joignable également par mail avec agir@lacoopérative des citoyens. Et donc, on propose des ateliers d'éducation populaire en ce moment en numérique parce qu'on n'a pas le choix, mais on préfère de très très loin le présentiel sur les questions de société à destination plus particulière des publics dits fragiles, même si c'est encore un mot qui est pas terrible, mais voilà, des publics éloignés du débat. Voilà, qui sont éloignés, qu'on éloigne du débat, je vais le dire comme ça, c'est mieux, qu'on éloigne des débats publics et donc avec vraiment à cœur d'encourager, voilà, et de permettre à tout le monde de pouvoir comprendre, se réapproprier ces questions-là. On accompagne également des associations et des structures d'éducation, des structures du monde de l'économie sociale et solidaire sur des questions de gouvernance partagée, de projets associatifs, etc., et de militantisme. Et quand le cœur leur en dit, on accompagne des collectivités territoriales également sur ces questions-là quand elles souhaitent réellement travailler sur des dynamiques de participation. Il nous reste très exactement 1 minute pour vous remercier très sincèrement pour votre bienveillance, pour tous ces échanges qui nourrissent aussi nos réflexions, nos actions. On a vraiment un souhait de les partager. Donc, n'hésitez pas, hein, on est vraiment à votre disposition aussi si vous voulez échanger avec nous. Vous avez toutes les coordonnées sur le site internet. Voilà, en tout cas, on tenait à vous remercier vraiment très sincèrement pour votre participation, pour votre bienveillance aussi, parce que c'est pas toujours évident. On essaye de faire de notre mieux. Mais en tout cas, un grand merci à vous. Merci, oui, merci beaucoup. Et puis, au plaisir de pouvoir se rencontrer en vrai, et pour de vrai, au-delà des écrans et des réseaux. Merci merci à tous et bonne continuation pour les journées de l'économie autrement. Je crois qu'il reste la conférence de clôture. Et donc, on va se retrouver à la conférence de clôture peut-être. Et merci encore pour les journées de l'économie autrement et à Alternative économique et aux équipes d'organisation, à Valérie aussi, qui nous a aidés au cours de cette présentation. Merci à tous pour tout ce que vous nous avez apporté. À très bientôt.